Herbelin a donné procuration à Jacques Defray. Christophe Azéma. Présent. Valérie Baragis. Catherine Danesi. Charles Gachet a donné procuration à Luc Clavier. Paul Dabet. Barbara. Elle est là. Éric Darry. Présent. Jean-François Verrier. Présent. Aurélie Boinger. Tapsan pour l'instant. Elle devrait arriver en retard. Émilie Vernou a donné procuration à Jean-François Verrier. Audrey Leso a donné procuration à Simone Bastard. Serge Boulogne. Présent. Nadia Ouazani-Touani. Elle est là. Serge Lafont. Présent. Je vous fais passer donc l'émargement. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Tenez. Donc le quorum est là, donc on peut commencer. Donc la première information, je vous informe, donc en tant que conseil municipal, que par courrier, Madame Sophie Pazero a donné sa démission de ses fonctions au poste d'adjoint au maire. Toutefois, Madame Pazero demeure conseillère municipale élue au sein de la liste Rhône Avenir, conformément à l'article L 2122.15 du CGCT. La lettre de démission a été transmise au sous-préfet qui l'a approuvée et notifiée ce jour même. Donc, j'en profite pour remercier Sophie donc, pour les 2 années. Le véritable motif pour Sophie, c'est que son mari a des soucis de santé depuis quelques temps, maintenant au moins 6 mois. Hein. Voilà, donc je voulais la remercier pour les tâches qu'elle a mis en place, et notamment l'ABS, donc qui est terminé, et sur lequel on pourra travailler. Donc, on reviendra pour la nomination des adjoints, tel que vous l'avez appris. La secrétaire de séance, c'est Eti. Et je vous pose la première question, concernant l'approbation du compte rendu du procès verbal de la séance du 4 avril 2022. Avez-vous des remarques à me dire? Pas de remarques, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc ensuite, vous avez pu prendre connaissance des ensembles des décisions en application de l'article L2122-23. Donc je vais vous les lire. Il y a la 2022-7 demande de subvention au département, dispositif aide forêt communale année 2022. La 8 modification de la régie des recettes des droits de place. La 9 modification de la régie de recettes culture. La 10 modification de la régie de recettes service municipal tourisme. La 11 annuler en place la décision 2022-7 relative à la demande de subvention au département, dispositif d'aide à la forêt communale année 2022. La 12 contrat d'hébergement du logiciel serveur mutualisé. La 13 contrat modificatif au marché de la restauration collective et municipale. La 14 demande de subvention au département, dispositif aide aux travaux de proximité pour la sécurisation des bâtiments. La 15, pareil, demande de subvention, aide aux travaux de proximité pour des travaux d'amélioration de l'hôtel de ville. La 16, idem, pour des travaux d'aménagement de l'office du tourisme. La 17, idem, relative à la modernisation des équipements de la cuisine centrale. La 18, également, aide au développement de la province numérique. La 19, idem, aide aux travaux de proximité, changement de chaudière à la MJC. La 20, aide aux travaux de proximité concernant travaux d'amélioration des bâtiments communaux. La 21, aide aux travaux de proximité concerne la modernisation des sols souples et aires de jeu. La 22, contrat de maîtrise d'œuvre relatif à la rénovation et extension de la salle des garrigues. Et la 23, contrat de maintenance balayeuse de la nouvelle balayeuse que nous avons. Donc on a une décision sur le contrat de maintenance.
Donc, ces décisions doivent être sur le site de la commune. Vous avez pu les consulter. Donc, on peut passer à l'ordre du jour de la séance. Donc, le premier point, dont j'ai déjà fait référence, administration générale. Donc, on va acter la démission d'une adjointe au maire, en l'occurrence Sophie. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est décision de suppression ou de maintien du poste d'adjoint, modalité de mise en œuvre. Donc, vous avez pu prendre connaissance du Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 21-22-2, vu la délibération 2020-40 en date du 28 septembre 2020, le conseil municipal a fixé le nombre d'adjoints au maire et a décidé la création de 7 postes d'adjoints. Ça, c'était ce qu'on avait avant. Considérant la lettre de démission de Sophie à son poste d'adjointe au maire et transmise au sous-préfet, je vous ai donné les détails, le conseil municipal doit se prononcer pour la mise en œuvre d'une des deux options suivantes. La suppression d'un poste d'adjoint ou l'élection parmi les conseillers municipaux d'un nouvel adjoint. Donc, ce que je vous propose, c'est de maintenir au même niveau le nombre d'adjoints, à 7. Donc, il faudra décider de la position du nouvel adjoint dans les tableaux, on le verra plus tard. Donc, le nouvel adjoint à élire doit être choisi parmi les conseillers de même sexe que celle à laquelle il succède, donc c'est une femme. Vu le Code général des collectivités territoriales 2122, 7.2 et .10, considérant que ces décisions doivent être prises avant l'éventuelle élection, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection d'une nouvelle adjointe et de maintenir le nombre d'adjoints à 7. La nouvelle adjointe prendra rang dans l'ordre des nominations et de procéder, on va en débattre, à l'élection au scrutin secret et à la majorité absolue de cette nouvelle adjointe. Si vous en êtes d'accord et comme une fois en rappeler, je vous propose de faire ça à main levée. Y a-t-il des oppositions? Parle dans le micro. Moi j'ai pas d'opposition, mais ça risque d'invalider. Enfin, c'est un critère d'invalidation de l'élection. Même si on est tous d'accord. Ouais. Mais bon, après. On l'avait prévu. Donc, mais je suis pas contre le faire, mais c'est pour vous, quoi. Bon. Je suis d'accord avec vous. Donc, je vous propose Catherine Danesi, qui avait un poste de conseiller. Vous permettez, je vous distribue. Oui, il est distribué. Donc, Catherine Danesi, qui avait un poste de conseiller municipal chargé des finances. Là, on va profiter, entre guillemets, du départ un peu forcé de Sophie par rapport aux raisons de santé de son mari, de nommer à plein temps adjointe Catherine, adjointe aux finances. Voilà. Maintenant, s'il y a des candidats, ils peuvent se présenter, bien entendu. Y a-t-il des candidats? Il n'y a pas de candidats. Donc, on vous distribue un bulletin. Vous le faites blanc et ils mettent le nom? Oui, c'est ça. Voilà, donc on aurait pu vous donner Catherine Danesi et un bulletin blanc. Donc, oui, donc si vous votez Catherine Danesi, il faut marquer le son nom, d'accord? Voilà. Et s'il y en a qui veulent voter blanc, vous êtes le petit blanc. Je vais vous en donner. C'est ça, parce que je retiens. Allez, on va essayer de faire ça rapidement. Voilà, je préfère, j'aime autant. Est-ce qu'il y a des chapeaux là? Regarde, il y a une qui veut avec les chapeaux. Vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle passe adjointe. On sait que la délégation, ah ben voilà. Donc c'est Catherine, moi je suis bien sûr, je ne suis pas permis, non. Donc vous mettez Catherine si vous êtes féminin, et Catherine Danesi si vous êtes d'accord. Allez, faites tourner là-bas. Simon, charge-toi de faire tourner. Alors après, une fois que vous avez voté, je passe c'est bon, avec ça. Simon a commencé. Ah c'est vrai, j'avais mon petit truc. C'est pas grave. On gagne du temps, Régina.
Normalement, c'est le conseil qui devrait se boucler en 1 heure, 1 heure et quart. On y a très peu de points. Et on a des questions courtes. Il y aura des réponses courtes aux questions. Et ça devrait, en 1 heure et quart, vous libérer. Vous en avez 2. Oui, j'ai que deux. Oui, non, il m'en faut 2. Il me faut 2. Ah, pardon. Ah oui, ceux qui ont procuration, pensez-y. Et oui, il me faut les bulletins pour les finales, il n'y a pas là. Tu votes 2 fois, toi aussi. Toi aussi, tu votes 2 fois. Je vote 2 fois. Jacques aussi, Monsieur le maire, Allez, Luc, allez. Marie. Après, je vais faire avec Jacques Catherine, l'énoncé. vous l'avez déjà donné? Oui, voilà, donc on va les compter, si vous le faites bien. Jacques, je te propose de les coter. Et ça t'évite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Alors ça veut dire qu'Aurélie a donné procuration à quelqu'un? Oui, bien sûr. Il a droit de procuration? Oui, monsieur Jean-François doit Allez. procuration. Donc maintenant, Ouvre-moi les, j'annonce. Voilà. Non mais, donc ouvre-moi les. Ouais, on fait comme pour les élections. Catherine d'Alésie. C. d'Alésie. Catherine 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 d'Alésie. Et paquet garni à l'unanimité. Je te félicite, Catherine. C'est bien mérité par rapport au travail que tu fais pour la commune. Merci à Sophie aussi pour ces 2 années. Voilà. Merci à tous. Donc, la nouvelle adjointe, on prend rang dans l'ordre de nomination. Donc, nous avons moi-même, suivi de Jean Defrein, premier adjoint, Dominique Saldo, deuxième adjoint, Eti Rodriguez, troisième adjoint, Luc Clavier, quatrième adjoint, Marilyn, cinquième adjoint, Michel Daxot, sixième adjoint, et Catherine, donc, septième adjoint. Ensuite, il y a 3 conseillers qui ont des délégations, Annie Alzheimer, Valérie Roger et Simone Réseau. Ça, on va le voir après. On va le voir après. Donc, c'est bon, on passe à l'indemnité des élus. Donc, on ne change rien. Je vous propose, comme vous l'avez vu, que les adjoints, donc, qui sont à 22%, ce qui fait 855,67. Annie Alzheimer, comme Sophie avait les 3 quarts, Annie, elle va passer de 5,5 à 11, avec 427,83 €, et Valérie et Simone sont à 213,92, donc on a un total de 8128,86, ce qui est le total qui est permis pour la commune de Rhône. Je fais juste une parenthèse, mais ce n'est pas l'objet du conseil de ce soir,
c'est Annick Bisalmier qui va devenir vice-présidente du CCAS et nous le voterons le 14 juin, si vous voulez noter pour ceux qui sont au CCAS, vous allez recevoir les convocations pour le 14 juin. Donc, je vous passe tous les textes, tout ça, hein, et je vais prendre la délibération. Êtes-vous d'accord? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Alors ensuite, nous passons à l'adhésion du groupement de commandes porté par le syndicaliste d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, le SMED. Le SMED, dernièrement, ils ont travaillé sur le cours Saint-Étienne et la montée des Caillacs pour nous mettre en souterrain les lignes téléphoniques et électriques. Donc là, il a été décidé au niveau de la métropole donc, de lancer un contrat d'achat pour les fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, parce que l'ancien contrat arrive à échéance. Nous repartons à compter de 2023 pour 3 ans, c'est ça? Oui. La délibération va être prise par le SMED les jours qui viennent. Ils attendaient de recevoir l'ensemble des délibérations des communes. Le SMED va nous aider à faire face à ces augmentations très très importantes de l'énergie. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle que je voulais vous dire en fin de conseil. J'ai vu le préfet lors de la soirée des ambassadeurs de la Provence et d'Aix. J'ai abordé le sujet avec lui, donc le 12 mai, sur l'augmentation des tarifs électriques. Pour l'instant, donc, les particuliers et les entreprises sont plafonnés à 4% et les collectivités territoriales, on est à 200% à peu près. On vous fera un topo complet quand on aura le tout. Et il est apparu également un point dur qui va peut-être aller dans le sens des territoires, des collectivités territoriales. Les associations n'ont pas de plafond à 4%. Alors vous imaginez les associations de haut niveau en nombre, en bâtiment, tout ça. Donc je pense que le fait qu'ils n'avaient pas mis les associations, le gouvernement va devoir faire un geste pour les collectivités territoriales et les associations. Pas plus tard que le lendemain, suite à mon entretien avec le préfet informellement, le sous-préfet a confirmé cette notion d'aide à venir. Donc, j'espère, si on a 10% d'augmentation, c'est pas grave, mais il va se passer quelque chose. Et le président de l'Union des maires, M. Cristiani, avait déjà écrit au président de la République le 10 mai pour cette spécificité. Donc, je reviens à la délibération. Donc, le SMED est syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, avec elle, presque toutes les communes travaillent. On n'a jamais eu de souci avec le SMED. Donc je vous propose donc d'être d'accord avec la délibération proposée par la métropole. Y a-t-il des observations? Ok. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je vais passer la parole à Jacques pour le point 4. Et après, pour le point 5 aussi? Oui. Voilà. Je vais être très bon. On a dit qu'on faisait un conseil court. Hein? Oui, j'ai quand même de lire la délibération. Allez. Voilà, donc concernant le personnel, je vais vous rapporter des informations sur le premier point qui concerne le comité social territorial. Le comité social territorial, comme vous le savez, c'est l'instance qui va succéder ou qui succède au comité technique. Et pour les collectivités de plus de 200 agents, ça également fusionne le CT et le CHSCT, qui je crois, je parle sous votre contrôle original, ne s'appelle plus CHSCT depuis, je crois, 2020, mais CSE, c'est-à-dire le comité social et économique. Donc, non, CSE, comité social et économique. Fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis des représentants de la commune. Vu le Code général de la fonction publique, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 21-15-74 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, et notamment ses articles 1, 2 et 4, vu l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique au 8 décembre 2022. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 26 avril 2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin. Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 57 agents. Au conseil municipal de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. De décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Je rajoute juste un commentaire. Pourquoi 3 on propose de reprendre le nombre de titulaires et de suppléants tant du côté agent que du côté élu, tel que nous connaissions jusqu'à présent au travers du comité d'élu. Avez-vous des questions? Nadia. Alors nous, on accueille favorablement cette décision et on souhaitait savoir, enfin on voudrait en fait, qu'un membre de notre groupe fasse partie en fait des représentants de la collectivité. Donc on a 6 élus, c'est bien ça, 3... Il y a 6 élus, 3 titulaires agents et 3 titulaires suppléants. Donc on prend en compte votre remarque. D'autres questions? Les gens sont Tant qu'on y est. On prend en compte les remarques des 2 listes d'opposition et on reviendra vers vous. Y a-t-il d'autres observations? Donc on peut passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Parfait. Le point 5. Le point 5, alors je suis désolé, ça va être un petit peu long. Ça empêche, on n'a pas tous les éléments. Voilà. Mais bon, on pourrait réduire. Parce que Jean-François qui met le texte par cœur. Oui, il n'y a pas que Jean-François, puis il y a les personnes qui nous écoutent. Bon, si vous souhaitez que je le réduise, je peux le faire. Non, mais dit l'essentiel, on a fait confiance. Et tout est important. Débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire, sous l'acronyme PSC. L'ordonnance du numéro 2021-175 du 17 février 2021, publiée au journal officiel le 18 février 2021, fixe les grands principes de la réforme de la protection sociale complémentaire applicable aux 3 versants de la fonction publique, en instaurant l'obligation pour les employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Ce débat est organisé en application de l'ordonnance précitée. Les décrets d'application de l'ordonnance sont attendus pour l'automne. Il appartient toutefois à l'organe délibérant de débattre de différents points compte tenu des informations actuellement à disposition. La protection sociale complémentaire recouvre 2 champs. Les risques d'atteinte à l'intégrité physique dénommés risques santé. Les risques liés à la capacité de travail dénommés encore risques prévoyance ou plus connus encore par garantie maintien de salaire. Dans le champ de la prévoyance des contrats, dans le champ de la prévoyance, les contrats permettent aux agents de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de base, voire de toute ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions prises en la matière par les collectivités. Le contrat de prévoyance peut également prévoir des compléments de salaire en cas d'invalidité partielle ou totale et ou un complément de retraite du fait de la décote de pension liée à l'invalidité et ou à un décès, un territoire décès. Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les collectivités territoriales de participer financièrement au contrat de leurs agents. Ce dispositif est précisé dans un décret du 8 mars 2011.
Cette aide peut être versée aux agents ayant souscrit un contrat individuel dit labellisé. Dans cette hypothèse, l'aide sera versée à l'ensemble des personnes disposant d'un tel contrat. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, l'aide ne peut être versée qu'au bénéfice des agents ayant souscrit au contrat faisant l'objet de la convention de participation. Pour la commune de Rognes, cette procédure a été confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L'avantage est dans ce cas de s'affranchir d'une procédure complexe. Cette solution permet également de mutualiser le risque et mettre en œuvre les principes de solidarité. Quelle est la situation à l'instant? Actuellement, la protection sociale complémentaire des agents se répartit en deux volets. Le volet social, mutuelle santé, vise à couvrir le risque relatif à l'atteinte de l'intégrité physique de la personne et au risque maternité pour les frais d'hospitalisation, le remboursement des médicaments au-delà de la prise en charge par la sécurité sociale, l'orthodontie, l'optique, les prothèses, etc. Et également, le volet prévoyance, assurance maintien de traitement, vise à couvrir le risque relatif à l'incapacité de travail, maintien du traitement, plus régime indemnitaire à l'invalidité, rente mensuelle complémentaire et au décès, versement d'un capital aux ayants. Donc ça, c'est ce qui se dessine au travers de l'ordonnance qui a été publiée en février 2021. Et là, je vais vous citer ce qui existe aujourd'hui au niveau de la commune, donc au profit des agents qui souscrivent des contrats. Depuis 2020, le contrat santé, mutuelle santé, dans le cadre d'un contrat groupe CDG 13 et MNT, en termes de mutuelle, la commune participe à 1 € par mois et par agent si adhésion avec la MNT. Le coût annuel pour la commune représente 75 € en 2021 pour les 7 agents affiliés. À noter qu'un agent parmi les 7 a quitté la commune en 2021. Depuis 2019, en termes de prévoyance, il existe un contrat prévoyance maintien de traitement dans le cadre d'un contrat groupe CDG 13 et collective. En termes de mutuelle, la commune participe également à 1 € par mois et par agent si adhésion collective. Le coût représente 435 € en 2021. Représentant 39 agents concernés. À noter que 4 agents ont quitté la commune en cours d'année. Alors, j'ai cité préalablement que les décrets, nous étions dans l'attente des décrets. En attente des décrets d'application prévus à l'automne, l'ordonnance prévoit l'obligation pour les employeurs de participer financièrement au contrat prévoyance de leurs agents en 2025 et au contrat santé en 2026. Cette disposition vise à permettre aux agents de bénéficier d'une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité. Les points clés de la réforme: obligation des employeurs territoriaux de participer financièrement à la hauteur d'un montant de référence fixé par décret en prévoyance de 20% et au moins 50% d'un montant fixé par décret en santé. Recours à des accords majoritaires permettant la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire, maintien du choix de la procédure. Les collectivités pourront toujours opter pour le régime de la labellisation ou celui de la convention de participation. Calendrier fixé par l'ordonnance: 1er janvier 2022, entrée en vigueur de l'ordonnance. 18 février 2022, organisation dans les collectivités d'un débat portant sur les garanties accordées en matière de PSC. 1er janvier 2025, obligation de participation des employeurs territoriaux en matière de prévoyance des agents. 1er janvier 2026, obligation de participation des employeurs territoriaux en matière de santé des agents. Les enjeux de la réforme de la protection sociale complémentaire. Ces enjeux sont premièrement sociaux. La réforme de la protection sociale complémentaire peut constituer ainsi une opportunité pour valoriser les politiques de gestion des ressources humaines en prenant soin de la santé de leurs agents et en anticipant les risques liés à la santé. Les employeurs publics créent les conditions d'une dynamique positive du travail qui va de pair avec la qualité du service rendu aux administrés. Et également une protection sociale complémentaire complète des dispositifs de prévention des risques au travail, de la gestion présidentielle des emplois, etc., etc. Ces enjeux sont aussi financiers. Des arbitrages financiers seront nécessaires au regard des taux de participation, vous souvenez, 20 et 50%, retenus sur les deux volets pour la protection sociale. Il conviendra d'assurer la meilleure protection sociale complémentaire aux personnels territoriaux et garantir la parfaite maîtrise des charges de personnel dans le budget de fonctionnement de la commune. Quel dispositif de participation choisir? Il y en a deux.
deux dispositifs, la labellisation et la convention de participation. Avantages et inconvénients de la labellisation. Avantage pour l'agent, le libre choix de l'organisme du panier de soins, la portabilité du contrat en cas de mobilité et une pluralité des offres. Pour l'employeur, moins de contraintes dans la mise en place et le suivi et la responsabilité. Inconvénient, difficulté d'un choix clair dans une offre pléthorique, pas d'homogénéité des couvertures des agents. Deuxième dispositif, la convention de participation qui existe dans les dispositions que nous avons mis en place depuis 2020 et 2019. Avantage pour l'agent, l'accès à un contrat négocié attractif, tarif stable, conditions de solidarité, une offre plus visible et une homogénéité de la couverture. Pour l'employeur, un seul interlocuteur par garantie. Inconvénient, pour l'agent, pas de liberté de choix du prestataire et une palette d'offres limitée. Pour l'employeur, une procédure de mise en concurrence lourde et contraignante et une gestion des contrats pendant 6 années. La volonté de la commune d'être accompagnée par le centre de gestion avec la réforme de la PSC, les centres de gestion voient leur rôle d'expertise évoluer, se confirmer. Ils ont désormais l'obligation de conclure pour le compte de leur collectivité affiliée des conventions de participation en matière de PSC. Accord collectif majoritaire, ces accords sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales appelées à négocier, ayant recueilli au moins 50% des voix lors des dernières élections professionnelles. Quel PSC pour les retraités? Les retraités sont également concernés après la liquidation de leur droit à la pension de retraite. Les anciens agents publics pourront conserver leur contrat de complémentaire santé. Ils pourront ainsi continuer à bénéficier des conditions négociées par leur employeur, toutefois sans le bénéfice de leur employeur. En conclusion, il convient de noter que les décrets d'application d'ordonnance sur la protection sociale complémentaire doivent préciser les points suivants. Le montant de référence sur lequel se basera la participation obligatoire, quel panier, etc. La portabilité des contrats en cas de mobilité, le public éligible, les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations, la situation des retraités, la situation des agents multi-employeurs et enfin la fiscalité applicable entre agents et employés. Cette délibération ne fait pas l'objet d'un vote. Vous avez bien retenu, je suis désolé encore une fois d'avoir été long, au-delà de ce premier document, de cette première ordonnance, on est obligatoirement dans l'attente pour vraiment débattre dans le détail de ce qui va advenir en termes de décret à l'automne prochain, sur savoir quels vont être les montants sur lesquels, bien évidemment, la collectivité, soit sur la santé à 20%, soit sur la prévoyance à 50%, afin d'estimer ce que sera l'impact entre guillemets financier sur le budget de fonctionnement et puis aussi quels vont être dans le détail les avantages, les inciter pour l'instant à l'égard des agents en particulier. Avez-vous des remarques à faire? Paul, Nous aimerions connaître. parle près du micro. Nous aimerions connaître donc dans le contrat santé ou contrat prévoyance, quel est le montant qui va payer le personnel. Si vous savez déjà les contrats On ne peut pas te le dire puisque le décret n'est pas sorti et c'est le CDG qui va nous faire certainement des fourchettes en fonction des emplois. Et l'évidence, ce sera un sujet qui sera probablement majeur lors des prochains et nouveaux CST dans les discussions avec les représentants du personnel. De toute façon, la commune fera ce qu'elle doit faire, puisque vous avez vu que nous avons mis en place déjà 2 mesures. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue. D'autres questions? Oui, donc en fait, c'est une loi qui est quand même très généreuse par rapport à l'euro symbolique que donne la commune aujourd'hui. Et une analyse très simple vous montre que le budget sera vraiment conséquent par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais vous n'avez pas encore fait d'analyse, comme vous le disiez. Vous n'avez même pas d'idée de ce que ça peut représenter. Ce sont des pourcentages sur des montants, sur des bases qu'on ne connaît pas et qui seront mentionnés dans les décrets à l'automne. À l'instant, on est complètement dans les Pas les montants des forfaits. Par contre, à partir du moment Si là, on les a, si jamais vous regardez au niveau des employés ce qu'ils payent à l'heure actuelle, on peut déduire à peu près de ce que ça va faire. Moi, je vais juste dire qu'on ne va pas perdre du temps aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tous les éléments du décret, que le CDG va faire un travail de fond pour l'ensemble des communes, et qu'on va s'appuyer sur le travail du CDG pour voir, nous, à notre niveau commune de Rognes, ce qu'on pourra faire. Je confirme que les agents ne seront pas laissés de côté. Voilà.
Ça sera dans tous les cas avantageux pour les agents, pour ceux qui voudront souscrire, bien évidemment. Après, je pense que c'est pas innocent si le décret sort à l'automne pour une mise en place de la santé en 2025 et la prévoyance en 2026, ça vaudra mieux dire que l'impact financier, il faut pas l'oublier, sera important pour la collectivité, que ça nous laissera le temps de planifier au niveau de nos budgets prévisionnels en termes de fonctionnement. Vas-y, Catherine. Ça ressemble un petit peu à ce qui a été mis en place dans le privé, l'obligation de prise en charge des complémentaires prévoyance et santé. Après, l'avantage, c'est que souvent, ça ouvre des formules. Plein d'organismes vont se positionner, des formules qui sont peut-être plus avantageuses pour les agents, c'est ce qu'on veut souhaiter. Je vous ai fait grâce de quelques paragraphes qui est clairement mentionné que l'idée de l'État, c'est des placements gouvernementaux, c'est de fusionner ou de dupliquer ce qui se fait dans le privé depuis très longtemps au niveau des politiciens. Et vous pourriez peut-être faire un sondage au gros. Vous pourriez peut-être faire un sondage au niveau des agents de la mairie pour ça va forcément créer un appel d'air, puisque les conditions sont tellement avantageuses par rapport à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez prévoir de faire quelque chose comme ça. Enfin, on peut le faire. On vous donne une idée. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de détails, c'est quand même difficile. On peut que, encore une fois, mentionner que d'évidence, ça ira dans le sens, et c'est tant mieux, des agents. Après, sous quelle attitude, dans quel dimensionnement, à l'instant, c'est vraiment prématuré. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de prix moyen forfait, donc c'est compliqué de proposer des choses parce que les gens vont demander quelles sont les garanties et combien ça va coûter. Pour l'instant, ces éléments-là ne sont pas définis. Et après, avec l'engagement du nouveau gouvernement qui va arriver d'augmenter le pouvoir d'achat des gens, peut-être qu'il y aura d'autres mesures qui viendront en complément de ces mesures-là. Donc on va attendre patiemment que les décrets soient pris. On fera des simulations après que le CDG ait fait ce travail de fond. Je ne vais pas faire perdre du temps à Catherine et à Régina pour commencer en 2022 quelque chose qui sera appliqué en 2025 et 2026. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Y a-t-il d'autres observations? Donc il n'y a pas de vote. Hein, voilà. Ok. Donc les points du Conseil étant terminés, nous allons passer aux questions. C'est des questions assez courtes, donc je ferai des réponses courtes, je vous l'ai déjà dit. Donc on va donner la priorité à René Ensemble, qui nous a transmis en premier les deux questions. Si vous mettez le micro, approchez-le. Monsieur le maire, les administrés résidant dans les zones forestières sont, comme la commune, soumis aux obligations légales de débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de leur habitation. Le périmètre ainsi défini pouvant déborder sur la ou les propriétés riveraines. En votre qualité de maire, vous êtes le premier niveau de contrôle du respect de ces obligations. La réglementation est assez claire quant à la définition des dispositions envisagées et les flyers schématisant ces dispositions ne manquent pas. Cependant, entre la théorie des schémas et la mise en pratique sur le terrain, il y a un décalage que de nombreuses personnes concernées ne savent pas franchir. Le risque étant soit une action insuffisante, soit de voir saccager durablement l'environnement forestier de notre commune. Nous trouverions pertinent que, dans ces conditions, un agent des services techniques municipaux puisse, après une formation adaptée auprès de l'ONF, être désigné comme ambassadeur des OLD et se déplacer chez les administrés demandants pour les demander. Et se déplacer chez les administrés demandeurs pour les conseiller dans la mise en œuvre de leurs dispositions. Le cas échéant, cette désignation pourra se concevoir dans un cadre plus global au niveau métropolitain par la mise en place d'une équipe dédiée. Nous vous remercions par avance de ce que sera votre action sur ce domaine. Bon. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une ambassadrice en tant qu'élue, qui est Etty Rodriguez, qui rencontre, je dirais, tous les 2 mois l'ONF, qui est en charge des obligations légales de débroussaillement. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous vous annonçons qu'il va y avoir les obligations légales de débroussaillement chemin de la Coulade. La commune va faire 10 mètres de part et d'autre et l'ONF incitera les administrés qui habitent chemin de la Coulade de faire la partie qui leur revient jusqu'à 50 mètres.
les gens qui achètent sur pied Fouquet ont déjà fait des démarches auprès des administrés qui habitent au chemin de la Coula dans ce sens. Alors je vais répondre quand même aux questions. En votre qualité de maire, vous êtes le premier niveau de contrôle du respect de ces obligations, bien sûr, bien sûr. Donc comme je vous ai dit, on s'appuie sur l'ONF, on a signé un contrat avec l'ONF, je vous le rappelle, sur 20 ans. Des secteurs entiers ont déjà eu des contrôles OLD. Il y a eu quelques contraventions. Par contre, là, ils sont sur un secteur où M. Sauzet nous a dit qu'il y avait des récalcitrants, pour employer le terme qu'il a dit. Donc je lui ai proposé en tant que maire de me dire quels étaient les administrés qui faisaient des difficultés pour agir comme j'agis tout le temps. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai solutionné un problème d'une personne qui vient d'arriver à Rogne, près de l'allée des Pins. Sa maison donne sur la colline qui est derrière moi, qui appartient à M. Sabatier et au syndicat de copropriété des Lavandes, tout ça, pas des Lavandes, de M. Desvaux. La personne avait peur. Donc, je suis intervenu auprès de M. Sabatier, je suis intervenu auprès de M. Desvaux, et tout est arrangé. C'est la personne qui a peur qui va prendre quelqu'un pour faire le débroussaillement OLD. Donc ça arrive régulièrement. Et là, je suis content et je remercie les 2 personnes que j'ai contactées et la nouvelle administrée était contente. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais noté? Il y a également, donc je vous ai dit Yeti qui travaille en ce sens, il y a Daniel aussi, hein, qui est en tant qu'urbanisme, qui est amené à répondre à des questions sur les OLD. Il y a Luc, il y a moi, bon, on y est. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc la Coulade et Poncereau sont les prochaines OLD concernant la commune. L'année dernière, on a fait l'OLD Les Chemins des Bois. On n'a eu que des retours positifs des administrés. Il y a un budget qui n'est pas neutre, mais pour la protection des biens et des administrés, on fait ce qu'il faut. Deuxième question. Jean-François? Oui? Je peux. J'ai bien entendu la réponse. Par contre, le sens de ma question, bon, je comprends qu'Haïti est l'ambassadrice aussi, que vous intervenez au niveau de la commune. Par contre, il y a certaines personnes qui se retrouvent réellement dans l'embarras parce qu'elles n'arrivent pas à décrypter ce langage, on va dire, d'obligation. Tu nous les envoies. Je les envoie directement. Eti, Daniel ou moi-même. Ok, ça va, c'est... Voilà. Et si la situation est compliquée, l'ONF se déplacera. Ok, merci. Hein? Allez, on passe à la deuxième question. Barbara. Alors, les Français sont de plus en plus nombreux à subir les dégradations générées par les sangliers et Rogne ne fait pas exception. La prolifération des sangliers pose de plus en plus de problèmes au quotidien, que ce soit au niveau des dégâts occasionnés dans des propriétés privées souvent saccagées ou au niveau des collisions routières impliquant la traversée d'animaux sauvages et provoquant des dégâts matériels importants, mais aussi des dommages corporels graves. Nous avons conscience qu'au niveau de notre commune, les chasseurs s'investissent énormément dans des actions de prélèvement. Force est de constater que les résultats de ces efforts restent insuffisants et que les populations continuent de croître. Ne serait-il pas pertinent d'initier en relation avec les institutions supracommunales, l'Agence française de la biodiversité et les fédérations de chasseurs, une réflexion générale sur la mise en œuvre de dispositions permettant de réduire efficacement les populations concernées? Déjà sur les sections de routes départementales, traversant les espaces boisés, le département pourrait implanter des panneaux de signalisation de danger indiquant la traversée d'animaux sauvages. Quelles actions envisagez-vous auprès des instances concernées afin que des mesures soient prises pour lutter contre la prolifération des sangliers sur notre commune? Alors, on est d'accord qu'il y a des dégradations générées par les sangliers. Pour 2021, au niveau des cultures, il y a eu très peu de réclamations qui me sont remontées. Il y en a eu des cas, mais pas énormément. Par contre, des accidents, il y en a, je dirais, 2-3 fois par mois, sans aucun problème, hein, sur la route de Beaulieu, sur la route, quand vous passez près de l'ancienne station d'épuration, faites attention, là ils passent souvent, ils vont à l'ancien stade, l'autre jour ils en ont vu 20 qui traversaient l'ancien stade, moi j'en ai vu un à la croix de Glody, j'en ai vu un en haut de la Baume, je veux dire, il faut
faut tenir compte de... Oui. Parce qu'à un moment, pendant 2 ans, ils nous ont détruit le rond-point pratiquement tous les soirs. Hein. Cette année, ils n'ont pas pu. Donc, on en est conscient. Les chasseurs, c'est bien que vous disiez qu'ils font le nécessaire. Les 3 problèmes qui me sont remontés, il y en a 2. Un, des poules ont été mangées par un chien de chasseur. Et un chat a été pris à un collet autorisé pour les chasseurs. Donc, je vais vous donner des chiffres. Cette année, qui n'a pas été une grosse année, les 2 équipes de battus ont tué 115 sangliers. Et je pense qu'il faut en rajouter 30-40 par les équipes qui sont dans les propriétés privées, dont je n'ai pas le chiffre. J'ai un chiffre indicatif de 30. Donc je pense que chaque année, il y a environ 115, je ne me trompe pas, 115 chasseurs, pardon, pour environ 100 sangliers tués, d'après les éléments que j'ai recueillis. Pour votre information aussi, bon, la commune de Rognes, elle fait 5800 hectares, principalement boisés. Le département en est conscient, parce que sur les départementales, quand vous m'avez posé la question, il faudrait mettre des panneaux. J'ai demandé à une agent qui était à côté de moi. Donc, le département pourrait implanter des panneaux de signalisation de danger indiquant la traversée d'animaux sauvages, parce que je ne savais pas comment vous répondre. Elle m'a dit tout simplement, il faudrait en mettre de partout. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut que quand vous rentrez sur Rognes ou que vous partez de Rognes en fin de journée ou la nuit, être prudent. Pas plus tard que dans la Provence, il y a eu un sanglier qui a traversé le boulodrome du Polonais l'autre jour. Je pense que vous avez vu la photo. L'année dernière, nous avons montré des sangliers au Prado à Marseille. Alors moi je dis qu'il faut faire confiance aux chasseurs. Le département, moi je vais lui remonter que vous souhaitez plus de panneaux. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Et par contre, j'en profite pour vous donner le retour sur les pigeons. Donc, la première expérience que nous avons faite nous a permis de capturer 119 pigeons. Comme il y a des portées de 10, de 6 ou de 10, de 6, ça veut dire qu'il y en a 600 pigeons en moins. Mais malheureusement, c'est insoluble. Mais certainement, on va reproduire la procédure. Voilà. On passe aux questions de... Je peux juste rajouter... Normalement, une question, on ne doit pas faire de débat. Mais est-ce qu'il y a des battues administratives, en fait, des demandes administratives qui ont été faites cette année? Non, cette année, j'en ai pas eu, à ma connaissance. C'est Lanzi, Marc Lanzi, qui est le chef de louveterie, qui se charge de ça. La dernière battue administrative qui a été faite, je crois que c'est juste avant le Covid en 2020, à côté de Versailles jusqu'à la nouvelle station d'épuration. Et ça, c'est à votre demande ou c'est... Non. C'est le lieutenant de louveterie qui doit le demander à la sous-préfecture. Moi, je dois donner mon accord préalable et il y a la gendarmerie qui est présente. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas sous ma responsabilité. Mais c'est Marc Lanzi donc, qui fait la part des choses entre les demandes administrées. Depuis 3 ans, on en a une. Donc ça veut dire qu'on peut prendre contact directement auprès de lui alors? Oui, mais pour des choses fondées. Hein. Si vous avez un jardin qui est abîmé, il faut mettre des clôtures électriques parce qu'on ne va pas faire. Non, mais on ne va pas faire une battue administrative s'il y a des jardins qui sont un peu abîmés. Voilà. Allez, on passe aux questions de l'équipe unie pour Rognes. Pas de débat, hein, on est bien d'accord. Hein. On est d'accord. Donc, question courte. Question courte. Alors, comme annoncé à plusieurs reprises, avez-vous pris l'arrêté suspendant les travaux de brise aux roches durant l'été dans le quartier de Pied-Fouquet? Sinon, quand pensez-vous le prendre? Donc, après consultation, ta première question c'est non. Et quand je vais le prendre, je ne sais pas, et je pense que je ne vais pas, compte tenu des difficultés actuelles d'augmentation des matériaux. Je ne vais pas pénaliser les administrés
qui ont déjà des intérêts à payer aux banquiers pendant la période de construction, et que si je les coupe pendant 2 mois de travaux, ils vont avoir des hausses de matériaux. Donc je ne peux pas. Donc je pense que je ne prendrai pas d'arrêté cette année. Deuxième question. C'est les autres qui vont être pénalisés. Deuxième question. Par décision 2022-22, vous faites appel à une maîtrise d'œuvre pour le projet d'aménagement du parc des Garrigues d'un montant prévu de l'ordre de 400 000 €. N'étant toujours pas convié à vos commissions sur le sujet, pouvez-vous nous expliquer ce que vous prévoyez de faire pour cet aménagement? Je passe la parole à Catherine. Oui, donc effectivement, Mais ne me mets pas un micro, Catherine. Oui, d'accord. Moi, je ne vois qui porte. Ouais, ça permet. Donc c'est bien le contrat de maîtrise d'œuvre, mais pas pour l'aménagement du parc, pour la rénovation de la salle des Garrigues déjà. Donc il va être basé sur la rénovation énergétique, l'accessibilité, la mise en conformité par rapport à toutes les remarques qu'il y a eu sur les audits, et puis je dirais l'amélioration de la salle avec notamment des toilettes intérieures, une cuisine plus efficace, je dirais, pour le centre aéré. Voilà, donc l'acte d'engagement a été remis aujourd'hui à l'architecte. Donc c'est le cabinet FMA qui a été retenu, il est sur Cadenet. Voilà, donc on va pouvoir, maintenant qu'il a la commande, on va pouvoir constituer les comités pilotage et le comité technique pour ce projet. Voilà. Donc c'est un montant de 400 000 € à peu près, c'est ça? Oui, c'est ce qui avait été, c'est ce qui a été prévu au contrat départemental. Et donc ça c'est pas pour l'aménagement du parc, c'est que pour la... C'était prévu comme ça au contrat, c'est pour la rénovation de la salle. D'accord. Ok, merci Catherine de la précision. Troisième question. Alors, à quelle date pensez-vous déposer l'autorisation d'urbanisme du parc urbain de l'ancien stade, sachant que compte tenu de la délégation 3.1.25 que vous a consenti le conseil municipal le 29 juillet 2020, une décision du maire sera nécessaire. Ah, il n'y a plus de micro. Une décision du maire sera nécessaire pour vous autoriser à déposer cette autorisation au nom de la commune. Quel type d'autorisation d'urbanisme envisagez-vous d'établir? Alors, je vais commencer à parler. Ça fait plusieurs fois qu'on aborde ce sujet. Donc, nous avons sorti la parcelle du stade de l'OAP et ça figurera dans le PLUI qui devrait être arrêté fin d'année. Premier point. Ensuite, vu que ça c'est acté. Hein? C'est acté. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours, mais ça fait 2 fois que je le dis. Et lui va te préciser que pour l'aménagement du parc, ça ne marche pas. Alors, ça Il a tout branché, je crois. Ah oui, il a tout branché. c'est bien d'être jeune. Voilà, ça refonctionne. Donc une petite précision, Luc. Donc l'aménagement du parc, donc, il n'y aura pas besoin d'autorisation parce que la modification au PLUI sera actée et on pourra... Donc, ça vous n'en savez rien? On a fait la demande, donc c'est... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. Elle sera actée parce qu'elle a été recevable par les élus et les agents qui s'occupent du PLUI de la métropole. Mais l'État, qu'est-ce qu'il a dit là? L'État est au courant. J'ai pas envie de revenir chaque fois sur la même chose. On peut être au courant de ce qui se passe. Non, alors, je toute la filière, pour reprendre sur le PLUI, toute la filière, en ce moment, on est sur la partie technique du PLUI, c'est-à-dire qu'on fait remonter les besoins, les orientations, notamment le parc de la sortie de ce parc de l'OAP. Donc tout ça est pris en compte, est analysé quand même par les spécialistes du conseil régionaux. Et naturellement, le PLUI sera passé au vote donc présenté à l'État à la fin. Donc tant que l'État n'aura pas analysé, tant que le PLUI ne sera pas acté et que l'État n'aura pas analysé, on n'aura pas ce retour-là. Mais aujourd'hui... C'est bien ce que je vous dis. Oui, mais aujourd'hui, en état des lieux, en état des connaissances des différentes parties qui travaillent sur le PLUI, c'est acté. C'est un peu comme si... c'est acté, mais c'est pas acté. Mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que vous allez démarrer les travaux quand même? Alors, Jean-François, pas de débat. Tiens, Luc, s'il te plaît. On a le droit.
pas de débat, on a le droit d'aménager une parcelle communale dès le moment où on ne fait pas du bâti dessus. D'accord? La preuve, l'esplanade de la Fanée. D'accord? Bon, arrête de poser des questions comme ça. Tu as déjà écrit au sous-préfet, d'accord? Il t'a répondu, peut-être, pas peut-être, je m'en fous. Nous, on est dans le bottes, le projet est pratiquement acté, la réunion publique, puis ça fait partie d'une question que tu poses après, et vous êtes contre le projet, je ne vois pas pourquoi vous viendrez à la réunion publique, mais elle sera en fait le 7 juin en salle du conseil municipal. Question d'après. Tu viens d'y répondre. Eh bien, la question d'après encore. Allez. Je suis là, ouais. Il n'y a pas de micro. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche. Oui, ça apparaît. Dans le dernier numéro de la fenêtre du Foussa, vous annoncez que la mairie a obtenu la mise en place d'un pylône 4G. Nous comprenons donc que ce pylône sera érigé sur un terrain communal. Est-ce bien le cas et où exactement ce pylône sera-t-il implanté? Luc va vous répondre. Alors, concernant la couverture téléphonie mobile sur Rhône, comme tout à chacun, on a bien constaté qu'elle est un peu désastreuse. Donc, l'État, dans le cadre du projet New Deal, c'est-à-dire que c'est l'État et les opérateurs qui nous permettent d'installer des pylônes sur nos communes. Donc, Rhône a été éligible aux conditions de mauvaise couverture, malheureusement, à ce pylône. Ce pylône va être installé par la société Orange et ce sera un pylône multi-opérateur. Il ne sera pas que Orange, mais on pourra retrouver dessus les 4 opérateurs. On a insisté avec M. le maire là-dessus pour que tout à chacun puisse choisir ses opérateurs. Il faut bien comprendre qu'il y a des pylônes qui sont installés qui sont mono-opérateurs. Donc déjà, ça fait un combat pour l'avoir. Et aujourd'hui, ce pylône va pouvoir être installé. On attend les dossiers qui vont être déposés par la société Orange pour, naturellement, les conditions d'urbanisme et d'intégration paysagère qu'il peut y avoir autour de ce genre d'installation. Donc je ne sais pas pour l'instant où est-ce qu'il va être installé, parce qu'apparemment ils ont repéré un propriétaire privé, et pas sur un terrain communal, un propriétaire privé pour pouvoir installer ce pylône. Donc je pourrais vous en tenir informé dès que j'aurai le dossier déposé au niveau de l'urbanisme. Merci Luc. Dernière question. Alors, pouvez-vous nous faire un point sur l'avancée de la fibre à Rognes? Avez-vous commencé à prendre les rendez-vous avec les habitants comme vous l'avez annoncé à de multiples reprises? Les chiffres officiels de l'ARCEP montrent toujours un raccordement très timoré en comparaison des autres communes limitrophes. Alors, le point de l'avancée de la fibre, nous avons des difficultés avec Madame Scotto, qui a des difficultés avec ses sous-traitants et avec les sous-sous-traitants. Pour votre information, vous prenez le chemin des Garrigues. 2 mois de travaux pour changer un certain nombre de poteaux. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas faire tout Rognes en 6 mois. Voilà. Donc ça c'est acté, il y a les travaux en place. Ensuite, je vais vous apporter la réponse qu'elle fait à cette interrogation qu'on me fait rire. Déjà, on n'a pas de poids, vis-à-vis de l'État et Orange, on n'a pas de poids. L'éligibilité, ça date du 17 mai à 18h24. L'éligibilité de votre commune est de 37%. Nous comprenons l'impatience des administrés pour lesquels la fibre est devenue une ressource indispensable dans la vie quotidienne, scolaire et professionnelle. C'est pour cela qu'Orange s'est engagé à déployer sur ses fonds propres la fibre. Les différences de taux d'éligibilité s'expliquent par diverses raisons. Le déploiement n'a pas débuté au même moment dans toutes les communes, puisque vous dites que d'autres communes sont plus en avance que nous. Chaque commune possède ses spécificités en termes de réseau, aérien ou souterrain dans des proportions différentes. De mémoire, il y avait 60% des poteaux à changer. Vous imaginez le travail que ça représente. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des adresses deviendront éligibles. Ça veut dire qu'aucun territoire de la commune de Rhône ne sera pas concerné. Alors bien entendu, elle dit qu'en attendant, les citoyens peuvent avoir recours à des solutions technologiques autres que la fibre
pour se connecter. Ces solutions ne fournissent pas des débits identiques mais permettent de patienter de façon plus sereine 4G Home satellite. Nous vous transmettrons une fiche récapitulant les différentes technologies. Le déploiement fibre reste la priorité d'Orange. Nous avons, je crois, répondu à moult reprises au collectif. Nos équipes et nos partenaires travaillent au déploiement. Je n'ai pas d'éléments nouveaux. Par contre, on a pu obtenir la visite de Madame Scotto le 7 juin. Il faut jouer au jeu le 7 juin, hein, parce qu'il y a 2 réunions le même jour pour le stade et pour la fibre. Voilà, donc je vais vous donner maintenant mes informations. Donc on va commencer par le niveau national. Donc les informations au niveau national, je vous ai parlé déjà des tarifs d'électricité sur lesquels le gouvernement, je pense, va faire quelque chose. Je voulais remercier ce soir l'ensemble des administrés de Rognes qui se sont déplacés à 80% et 79% pour les élections présidentielles. Et je vous invite, vous en tant qu'élus et vous administrés si vous me regardez, à avoir un score, je ne pense pas qu'on arrive à 80%, mais un score autour de 65-70, ce serait parfait pour la commune de Rognes. Merci d'effectuer votre devoir. Ensuite, troisièmement, l'information du niveau national donnée par le sous-préfet le 13 mai. Les communes de plus de 3500 habitants pourront, à compter du 1er janvier 2023, re-signer un contrat de mixité sociale. Le début des négociations interviendra en fin de cette année. Ensuite, sur l'aspect département, je voulais remercier le conseil départemental. Il nous a validé tous les projets dont on parle, l'acquisition des garrigues, le parc arboré, l'esplanade de la Fanée, les travaux au niveau du stade, l'éclairage public. Voilà. Donc, merci au département. Et on va continuer à les solliciter. Et quand on aura, puisqu'on enclenche la fin du contrat de plan, on verra après s'il est opportun de signer un nouveau contrat de plan, peut-être pas, mais on pourra faire appel au FDAL. C'est des projets pour 600 000 €, donc la commune de Rognes pourra avancer, bien entendu en vérifiant que les possibilités de remboursement, les charges de fonctionnement. Sur le plan local, vous avez vu ma vidéo sur le projet de la cave. Débouté sur tous les points, Madame Karine Faure, avec, vous savez qui, Maître Ibanez, qui voulait être maire de Rognes, a fait appel, alors qu'elle a été déboutée sur tout. Il reparle des hauteurs, je vous dis que ça, alors que le permis est purgé. Il n'y a plus à parler des hauteurs, le permis est purgé. 30 pages d'appel. Mais ce que je peux vous dire, je vous invite à regarder sur le Facebook de Nathalie Cole l'article qui est passé, les entreprises de travaux publics. Vous verrez que le recours au civil, le PFPACA va y aller, et vous verrez tout ce qui est écrit. Ensuite, notre avocat est en train de préparer un recours très rapide sur la légalité de cet appel. Voilà, légitimité, c'est ce que je cherche. Ensuite, je voulais vous dire que la terrasse du Préau, bon, il est un peu long, il n'a pas mis encore les fleurs, mais on va y arriver. Donc, plus de stationnement, à compter certainement de lundi matin, sur le côté gauche jusqu'à la fleuriste. Seule la fleuriste pourra déposer ses fleurs. On conserve pour l'instant, et j'attends qu'une chose que les commerçants me disent, enlever les 3 places. La police municipale sera entre Star et le Bancard, et il y aura 2 places de stationnement, et le reste sera en zone verte. Je rappelle une fois de plus aux administrés qui me regardent, il y a une guerre entre commerçants. Parce que les commerçants garent sur la place verte, garent sur les places bleues. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Patrice a commencé à verbaliser et nous accentuerons les contraventions. Il n'y a pas de raison qu'un particulier soit sanctionné. J'ai eu une remarque
garé juste après Céréalia, il m'a dit je ne gênais pas. Oui, c'est interdit. Il n'y a pas de raison que les commerçants n'appliquent pas ce qu'ils nous ont demandé de mettre en place. Les places vertes à 20 minutes et les places bleues à 1 heure. Donc je vous invite en tant qu'élu à être respectueux de ceci. Ensuite, les jardins partagés, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des listes d'attente. Toutes les parcelles ont été prises. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Également, vous avez vu l'arrivée de Alain, le 4e policier municipal. Et malheureusement, Céline est absente là pour raison familiale. Donc j'espère que ça ne va pas trop durer. Hein. Ensuite, donc, le carnaval, la fête du printemps et anti-gaspi ont démontré l'activité des associations et des manifestations qui ont toujours un succès sur eux. Et là, on va commencer la véritable période où je vous invite à participer. Je vous confirme qu'à ce jour, 4 familles ukrainiennes sont sur Rome. Madame Stepka, aujourd'hui, nous a confirmé qu'il y a une intégration plus que parfaite et royale. Voilà. Ensuite, je vous invite à regarder le Facebook de Rome, si vous ne l'avez pas fait, parce que ce matin, on a eu une très belle manifestation. C'est le passeport du civisme. On a, Jacques et moi, on était au Salon des maires, et Jacques a retourné ça, et Marilyn et d'autres personnes ont mis en place ce contrat avec une association qui gère ça. On avait le maire d'une commune de Vendée, près de la Bolle. Figurez-vous que ce matin, il y avait environ 11 gamins qui ont vraiment participé. Peut-être on va mettre la vidéo des questions qu'ils ont posées, parce que Catherine m'a dit que c'est rigolo. Et figurez-vous que nous avons signé cet engagement national avec l'association. Sur 34 968 communes en France, il n'y a que 350 communes qui ont signé. Donc je suis fier que Rhodes ait signé. Et je suis d'autant plus fier qu'aujourd'hui, Marseille, 13e et 14e, Château-Gombert, ont signé la même chose que nous. Voilà. Il y a déjà une remarque lamentable sur Facebook Rogne. Je pense que c'est quelqu'un qui a un nom bidon sur Facebook, qui dit que c'est de la politique. Je pense qu'avec ce qu'a mis M. Doruchy, qui est président de l'association, il comprendra que ce n'est pas de la politique. Et les enfants ont apporté la preuve ce matin que c'était quelque chose d'important. Donc on va commencer en septembre avec les CM1, CM2. Et ils continueront. Quand il y aura des manifestations, monuments, quand ils visiteront un site remarquable, architectural, ils auront des points, etc., etc. Quand ils ramasseront des déchets dans le village à l'occasion d'une journée citoyenne, il y aura des points. Et après, ils auront des diplômes et des coupes. Donc, les jeunes étaient très contents. Alors, puisqu'on parle de ça, pour les jours à venir, il y en a pour tous les goûts. Il y a la journée citoyenne déjà, qui va travailler essentiellement sur le FUSA et sur l'école primaire. Donc ça, c'est samedi matin. Il y a également sur le parc des Garrigues, le samedi, le départ des voitures anciennes, suivi le dimanche d'une bourse auto trimestrielle. Il y a la première manifestation des commerçants. L'association s'appelle Le Phénix et ils font un vide-bibliothèque sur le cours Saint-Étienne dimanche. Bon, participer, ça leur fera du bien parce que c'est leur première manifestation. Ils vont partir sur l'idée qu'on avait développée dans le mandat précédent de faire l'été un peu des marchés comme ça, 2 ou 3 par mois, hein, nocturnes, voilà. Donc je félicite leur président et l'ensemble des membres des commerçants et artisans pour ce démarrage. Restera après à définir un peu la relation de la mairie. Bonisson également vous propose Art dans les vignes. Et moi je vous donne rendez-vous le 4 juin devant l'Office du tourisme pour faire en visio avec Malvito les 50 ans du jumelage. Et après je vous invite aux 15 soirées dans les anciennes carrières de juillet. Je remercie les élus qui ont préparé cela. Bon, on a une petite mauvaise nouvelle, on avait la première soirée
une pianiste surprenante qui ne pourra pas venir. Donc M. Martin est en train de trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Et le gala de danse de la MJC devrait lancer les dates ainsi que les 2 ou 3 soirées du comité fête. Je vous remercie. Je vous montre donc le passeport du civisme et la convention que j'ai signée. Voilà. Bonne soirée. Merci.